l'islam gagne de nouveaux adeptes malgré le tremblement de terre géopolitique qui fait la une des journaux. Permettez-moi de vous ramener à un vendredi après-midi tranquille de la fin mars, le 22 mars, pour être exact, lorsque le gouvernement Sich a discrètement publié son informe annuel sur l'évolution du racisme et de la xénophobie. Enfoui à la page 47, presque après coup, se trouvait une statistique qui aurait dû sonner l'alarme chez tous les Européens. Pour la première fois dans l'histoire moderne, le nombre de Syiars se convertissant à l'islam avait dépassé les 10 000 en une seule année. Ce n'est pas une faute de frappe. 10 000. Dans un pays où, il y a seulement 20 ans, la population musulmane représentait à peine 1% de la population totale, et où le souvenir d'Al-Andalus est encore enseigné comme un récit édifiant de la domination étrangère. Maintenant, si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez probablement manqué cela. La presse Sich en a à peine parlé. Les médias européens l'ont totalement ignoré. Et les quelques médias qui l'ont mentionné l'ont présenté comme une histoire réconfortante d'éveil spirituel. De jeunes Syiars redécouvrent leurs racines islamiques, des immigrants découvrent une communauté, une nation embrassant la diversité. En d'autres termes, le discours officiel est qu'il ne s'agit là que de l'évolution naturelle d'une société multiculturelle. Une histoire de réussite. Mais voici le problème, c'est un mensonge. Ce n'est pas nécessairement un mensonge malveillant. Pas un complot. Mais il s'agit d'un mensonge par omission, d'un aveuglement volontaire, du genre de celui que se racontent les gouvernements et les médias lorsque la vérité est trop inconfortable pour être confrontée. Parce que ce qui se passe en Espagne n'est pas seulement une question de religion. C'est une question de démographie. C'est une question de pouvoir. Il s'agit de la refonte lente et délibérée de l'identité d'une nation à une époque où l'Europe est déjà au bord d'un processus de décision géopolitique et culturelle. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que de l'Espagne, vous passez à côté d'une vue d'ensemble. C'est une histoire sur l'avenir de l'Occident lui-même et sur les forces, tant étrangères que nationales, qui le dirigent discrètement vers un résultat que peu de gens sont prêts à reconnaître. L'officiel, une histoire de tolérance et de progrès. Commençons par ce que nous sommes censés croire. Selon le gouvernement Sich, l'augmentation des conversions à l'islam est le signe d'une société saine et pluraliste. Le rapport du ministère de l'Intérieur le présente comme une conséquence naturelle du fait que, à mesure que de plus en plus de musulmans arrivent d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ils apportent leur foi avec eux, et certains Syiars, en particulier les jeunes des zones urbaines, sont attirés par cette religion. Le récit s'appuie fortement sur l'idée des échanges culturels. Après tout, l'Espagne était autrefois Al-Andalus, un territoire à majorité musulmane pendant près de 800 ans. Certains responsables suggèrent même qu'il s'agit d'une sorte de correction historique, d'un retour à une identité Sich plus authentique. Les médias ont joué le jeu. LP a publié l'année dernière un reportage sur un groupe de convertis Sich à Grenade, décrivant leur décision comme un voyage spirituel, un rejet du matérialisme, une recherche de sens à une époque laïque. Le Guardian a poursuivi avec un article sur la façon dont l'islam gagne du terrain parmi la jeunesse désillusionnée d'Europe, le décrivant comme un choix tendance, presque rebelle. Même l'Église catholique, qui a vu son propre troupeau diminuer pendant des décennies, s'est montrée remarquablement optimiste. L'archevêque de Madrid, dans un rare moment de sensibilisation écuménique, a qualifié les conversions de « signes de l'œuvre de Dieu » de manière mystérieuse. Les données semblent conforter ce tableau rose. La Commission islamique Sich, la principale instance représentative musulmane du pays, rapporte que 60% des nouveaux convertis sont des femmes, dont beaucoup sont de jeunes professionnels. L'âge moyen des convertis est de 28 ans. Ils ne sont ni pauvres, ni marginalisés, ils sont instruits, issus de la classe moyenne et, dans de nombreux cas, engagés politiquement. Le président de la CIE, Ayman Adelbey, a déclaré publiquement que l'islam en Espagne n'est plus la religion des immigrés, mais celle des Syiars. Et si l'on considère les chiffres isolément, il est difficile de discuter avec lui. En 2020, il y avait environ 2,5 millions de musulmans en Espagne. En 2023, ce nombre était passé à 3,2 millions. À ce rythme, les musulmans pourraient représenter 10% de la population espagnole d'ici 2040. Mais c'est ici que le récit officiel commence à s'effriter. Déconstruire ce qui se passe réellement en Espagne. Parlons d'abord des chiffres. Les propres données du gouvernement Sich montrent que la grande majorité de la croissance musulmane ne vient pas des conversions, mais de l'immigration.
Entre 2018 et 2023, l'Espagne a accordé le statut de résident à plus de 1,2 million de migrants d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, dont la majorité viennent du Maroc, d'Algérie et du Sénégal. Ce n'est pas une croissance organique. Il s'agit d'un changement démographique provoqué par la politique. Et même si le gouvernement insiste sur le fait qu'il s'agit de combler les pénuries de main-d'œuvre, la réalité est bien plus complexe. Le Maroc, en particulier, joue depuis longtemps. Depuis des décennies, Rabat utilise la migration comme outil d'influence en Europe. Le gouvernement marocain ne se contente pas de permettre à ses citoyens de partir, il l'encourage. Pourquoi ? Car les envois de fonds des Marocains de l'étranger représentent désormais près de 10% du PIB du Maroc. Cela représente des milliards d'euros qui reviennent chaque année dans le pays, argent qui soutient le régime et réduit la pression intérieure en faveur de réformes. Mais il y en a une autre, plus stratégique. Le Maroc considère sa diaspora comme une cinquième colonne, un moyen d'étendre son influence en Europe. Et l'Espagne, avec ses frontières poreuses et ses liens historiques avec l'Afrique du Nord, est la cible idéale. Parlons maintenant de ces conversions. La commission islamique SICH affirme que 10 000 Siars se sont convertis en 2023. Mais voilà, la CIE n'est pas un organisme indépendant. Il est financé et contrôlé par le gouvernement marocain. Le même gouvernement qui a passé la dernière décennie à construire des mosquées, à financer des centres culturels islamiques et à envoyer des imams prêcher à SICH. Le même gouvernement qui, en 2019, a signé un accord secret avec l'Espagne pour promouvoir les valeurs islamiques, en échange d'une coopération en matière de contrôle migratoire. Et le même gouvernement qui, l'année dernière, a menacé de reconsidérer ses mesures de sécurité aux frontières à moins que l'Espagne n'augmente son soutien aux revendications territoriales marocaines au Sahara occidental. Ainsi, lorsque la CIE affirme que l'islam se développe de manière organique en Espagne, elle veut en réalité dire que le Maroc le fait croître. Et ils ne le font pas par bonté de cœur. Ils le font parce qu'ils comprennent que quelque chose que les dirigeants européens refusent de démographier est le destin. Si vous contrôlez les institutions religieuses et culturelles d'une communauté, vous contrôlez ses loyautés politiques. Et si vous pouvez façonner l'identité de la jeunesse d'une nation, vous pouvez façonner son avenir. Mais le Maroc n'agit pas seul. Derrière le. Et puis il y a l'Union européenne. Bruxelles n'a été que trop heureuse de détourner le regard, car la ligne officielle est que l'islam n'est qu'une religion parmi d'autres dans le paysage multiculturel de l'Europe. Les politiques migratoires de l'UE, qui ont inondé l'Espagne de centaines de milliers de migrants nord-africains, sont présentées comme des impératifs humanitaires. Mais la réalité est que les élites européennes considèrent la migration massive comme un moyen de compenser le vieillissement de la population, de maintenir les salaires à un bas niveau et de maintenir la croissance économique. Ils ne se soucient pas des conséquences culturelles. Ils ne se soucient pas du fait que le taux de natalité en Espagne soit déjà inférieur au niveau de remplacement. Ils ne se soucient pas du fait que le tissu social du pays soit mis à rude épreuve jusqu'à la rupture. Tout ce qui les intéresse, c'est la croissance du PIB au prochain trimestre. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Espagne. Il s'agit de l'Europe. Et il s'agit d'une lutte géopolitique plus large qui remodèle le monde. La géopolitique, comment l'Espagne est devenue un champ de bataille. Pour comprendre ce qui se passe réellement en Espagne, il faut sortir. Sorti. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de religion ou de migration. C'est une histoire sur le déclin de l'Occident, la montée de nouvelles puissances et la bataille pour le contrôle du XXIe siècle. Commençons par les États-Unis. Pendant des décennies, Washington a considéré l'Europe comme un partenaire mineur dans son hégémonie mondiale. L'UE était censée être un bloc unifié et pro-américain, un contrepoids à la Russie et un rempart contre l'influence chinoise. Mais l'Europe n'a jamais été aussi souple que Washington l'espérait. La guerre en Irak a révélé de profondes divisions. La crise financière de 2008 a érodé la confiance dans le leadership américain. Et l'élection de Donald Trump, avec son mépris ouvert pour l'OTAN et l'UE, a forcé l'Europe à commencer à réfléchir à sa propre autonomie stratégique. Puis vint la guerre d'Ukraine. Soudainement, l'Europe a été contrainte de faire face à une réalité, elle était dépendante de l'énergie russe depuis des décennies et ne disposait d'aucune véritable capacité militaire propre.
Les États-Unis sont bien sûr intervenus, mais le message était que l'Europe était faible et qu'elle avait besoin de l'Amérique pour survivre. Mais voilà, l'Amérique ne veut pas d'une Europe forte. Une Europe forte serait une rivale. Une Europe faible et vassale. Ainsi, pendant que les États-Unis parlent de défendre la démocratie, ce qu'ils font en réalité, c'est veiller à ce que l'Europe reste dépendante de la protection militaire américaine, de l'énergie américaine, de la technologie américaine. Mais l'Europe n'est pas ici qu'une victime passive. C'est faire des choix. Et l'un de ces choix consiste à utiliser la migration comme un outil de levier géopolitique. Les politiques migratoires de l'UE ne visent pas seulement à combler les pénuries de main-d'œuvre. Il s'agit de remodeler la démographie européenne de manière à la rendre plus souple, plus dépendante des élites mondialistes et moins susceptible de résister à l'érosion de son identité culturelle et nationale. Si vous inondez un pays de millions de personnes issues de milieux culturels et religieux différents, vous compliquez la tâche de ce pays pour avoir une identité nationale cohérente. Et si vous ne pouvez pas avoir une identité nationale cohérente, vous ne pouvez pas avoir une politique étrangère cohérente. On ne peut pas résister aux exigences de Bruxelles. Vous ne pouvez pas riposter contre Washington. Vous devenez en effet une colonie du projet mondialiste. Parlons maintenant de l'autre côté de la situation, les puissances montantes. La Russie, la Chine et le monde islamique voient tous la faiblesse de l'Europe comme une opportunité. Et ils jouent tous le même jeu, diviser pour mieux régner. La Russie, pour sa part, utilise l'énergie et la désinformation pour semer le chaos en Europe. Mais elle cultive également des liens avec les communautés musulmanes d'Europe. Moscou s'est positionné comme un défenseur des valeurs traditionnelles, un contrepoids à l'Occident décadent. Et il a trouvé des partenaires volontaires dans les mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche européens, qui voient tous deux l'islam comme un allié potentiel contre la démocratie libérale. En Espagne, le parti d'extrême droite Vox a clairement exprimé son opposition à l'islam, mais il s'est également rapproché de la Russie, considérant Poutine comme un rempart contre l'agenda multiculturel de l'UE. Pendant ce temps, le parti d'extrême gauche Podemos s'est montré ouvertement favorable à l'islam politique, le considérant comme une force anti-impérialiste. Le résultat ? Un pays profondément divisé, sans stratégie cohérente pour relever les défis auxquels il est confronté. La Chine joue elle aussi un jeu de longue haleine. Pékin ne se soucie pas de l'islam en soi, mais il considère les communautés musulmanes d'Europe comme un levier d'influence potentiel. La Chine a investi massivement dans les infrastructures espagnoles, en particulier dans les ports et les pôles logistiques. Et il entretient des liens avec des pays à majorité musulmane comme le Maroc et l'Algérie, se positionnant comme un arbitre neutre dans la région. Le but ? Créer un réseau de dépendance qui amènera l'Europe à réfléchir à deux fois avant de contester la montée en puissance de la Chine. Et si cela signifie fermer les yeux sur la propagation de l'islam politique en Espagne, qu'il en soit ainsi. Et puis il y a le monde islamique lui-même. Pendant des décennies, l'Occident a traité le monde musulman comme un problème à gérer par l'intervention militaire, par des sanctions économiques, par l'assimilation culturelle. Mais le monde musulman ne se contente plus d'être géré. Cela s'affirme. Et cela d'une manière que l'Occident est mal équipé pour contrer. Prenons le Maroc, par exemple. Rabat a passé la dernière décennie à se positionner comme une puissance régionale, utilisant son contrôle sur les routes migratoires vers l'Europe comme monnaie d'échange. Il a dressé les États-Unis et l'Europe les uns contre les autres, obtenant l'aide militaire de Washington tout en arrachant des concessions à Bruxelles. Et il a utilisé sa diaspora en Espagne comme un outil d'influence, garantissant que Madrid reste dépendante de la coopération marocaine. Le résultat ? L'Espagne est désormais prise dans une impasse. Il ne peut pas se permettre de s'aliéner le Maroc, car il a besoin de l'aide de Rabat en matière de migration et de lutte contre le terrorisme. Mais il ne peut pas non plus se permettre de laisser le Maroc dicter sa politique intérieure. Le pays est donc coincé, essayant d'équilibrer des intérêts concurrents alors que sa propre société se fracture. Mais le Maroc n'est qu'une pièce du puzzle. La Turquie, sous Erdogan, mène une politique étrangère néo-ottomane, se positionnant comme le leader du monde islamique. Ankara finance des mosquées, des écoles et des centres culturels à travers l'Europe, garantissant ainsi que l'islam turc reste la force dominante au sein des communautés musulmanes du continent.
Et il utilise son influence sur la migration pour obtenir des concessions de l'UE, en particulier sur des questions telles que la libéralisation des visas et les accords commerciaux. L'Arabie saoudite, quant à elle, exporte son islam wahhabite en Europe, finançant des prédicateurs radicaux et construisant des mosquées qui prêchent une version de l'islam explicitement hostile aux valeurs occidentales. Et le Qatar, toujours opportuniste, utilise ses immenses richesses pour acheter de l'influence, en finançant tout, des programmes d'études islamiques au club de football. Le but ? Garantir que les communautés musulmanes d'Europe restent fidèles aux États du Golfe et non à leur pays d'accueil. Et voici que les élites européennes laissent cela se produire. Parce qu'ils ne voient pas cela comme une menace. Ils y voient une opportunité. Une manière de remodeler l'Europe à leur image. Une manière de briser les identités nationales et de les remplacer par un idéal mondialiste et multiculturel. Et si cela signifie fermer les yeux sur la propagation de l'islam politique, qu'il en soit ainsi. Car dans leur esprit, l'alternative une Europe qui réaffirme son identité nationale, qui s'oppose aux migrations de masse, qui remet en question l'agenda mondialiste est bien plus dangereuse. L'armée et la stratégie, une poudrière qui attend de s'enflammer. Parlons maintenant des implications militaires et stratégiques de ce qui se passe en Espagne. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un exercice académique. Les décisions prises aujourd'hui auront des conséquences concrètes, et certaines d'entre elles pourraient être catastrophiques. Premièrement, l'Espagne est membre de l'OTAN. Il abrite deux des bases militaires les plus importantes de l'Alliance, Rota, qui abrite les destroyers américains Aegis, et Morón, qui est une plaque tournante clé du commandement américain pour l'Afrique. Ces bases sont essentielles à la capacité de l'Amérique à projeter sa puissance en Méditerranée, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Mais ils sont également vulnérables. Parce que la population musulmane espagnole augmente, et avec elle le risque de radicalisation. Je ne dis pas que l'Espagne est sur le point de devenir un foyer de terrorisme. Mais le risque est réel. En 2020, les renseignements de SICH estimaient qu'il y avait plus de 1000 islamistes radicaux opérant dans le pays. Ce nombre a presque certainement augmenté depuis. Et même si la plupart des musulmans espagnols sont pacifiques, il n'en demeure pas moins que le pays est désormais une cible pour les groupes djihadistes. L'EI a déjà appelé à des attaques en Espagne, le considérant comme un État croisé. Et avec le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan et la résurgence d'ISIS-K, la menace ne fera que croître. Mais les implications militaires vont au-delà du terrorisme. Parce que l'évolution démographique de l'Espagne modifie également son calcul stratégique. Depuis des décennies, l'Espagne se considère comme un pont entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Mais à mesure que la population musulmane augmente, ce pont devient une ligne de fracture. Le Maroc, en particulier, fait pression pour accroître son influence en Espagne, en utilisant sa diaspora comme levier. Et si la communauté musulmane d'Espagne continue de croître, ce n'est qu'une question de temps avant que Rabat ne commence à exiger des concessions politiques, une plus grande autonomie pour Ceuta et Melilla, plus d'influence sur la politique étrangère de SICH, et même un mot à dire sur la manière dont l'armée espagnole est déployée. Et puis il y a la question plus large de la cohésion de l'OTAN. L'Alliance est déjà sous tension, la Turquie bloquant l'adhésion de la Suède et la Hongrie jouant avec l'adhésion de l'Ukraine. Mais si la population musulmane espagnole continue de croître, elle pourrait devenir une source majeure d'instabilité au sein de l'Alliance. Imaginez un scénario dans lequel un gouvernement SICH, sous la pression de sa communauté musulmane, refuserait de soutenir une opération de l'OTAN au Moyen-Orient. Ou lorsqu'une partie radicalisée de la population espagnole commence à saboter les moyens militaires américains sur le sol de SICH. Ce ne sont pas des scénarios farfelus. Ce sont des risques réels, et ce sont des risques avec lesquels les planificateurs de l'OTAN commencent tout juste à s'attaquer. Mais c'est ici que cela devient vraiment dangereux. Parce que les États-Unis ne sont pas qu'un observateur passif dans tout cela. C'est un participant actif. Washington fait pression pour une plus grande intégration européenne, pour une politique de défense européenne plus unifiée, pour une Europe moins dépendante de la protection militaire américaine. Mais en même temps, cela mine la capacité de l'Europe à se défendre en encourageant les migrations massives, en promouvant le multiculturalisme et en affaiblissant les identités nationales. Le résultat ? Une Europe trop divisée pour agir, trop dépendante pour résister et trop faible pour survivre. Et c'est exactement ce que veulent les États-Unis.
Parce qu'une Europe faible est une Europe contrôlable. Une Europe qui ne peut pas défier l'hégémonie américaine. Une Europe qui aura toujours besoin de la protection de Washington. Mais voilà, les États-Unis jouent un jeu dangereux. Car si l'Europe devient trop faible, si elle se divise selon des critères culturels et religieux, si elle devient un champ de bataille pour les puissances étrangères, alors l'alliance transatlantique dans son ensemble pourrait s'effondrer. Et ce serait un désastre pour tout le monde. La politique intérieure, comment les élites espagnoles sombrent dans la crise. Parlons maintenant de la dimension politique intérieure de tout cela. Car ce qui se passe en Espagne n'est pas seulement une question de géopolitique. Il s'agit de l'incapacité de la classe politique espagnole à relever les défis auxquels elle est confrontée. Le système politique espagnol est profondément polarisé. À droite, vous avez le Parti populaire conservateur et le parti d'extrême droite Vox, qui ont tous deux dénoncé les dangers de la migration massive et de la propagation de l'islam. À gauche, vous avez le Parti socialiste et le parti d'extrême gauche Podemos, qui ont tous deux minimisé l'importance du problème. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette polarisation n'est pas seulement un problème politique, c'est un problème structurel. La classe politique espagnole a passé des décennies à traiter l'immigration comme une question purement économique, un moyen de combler les pénuries de main-d'œuvre dans l'agriculture, la construction et les soins. Mais ils ont complètement ignoré les dimensions culturelles et sécuritaires. Prenez par exemple la loi sur l'immigration de 2005, qui a régularisé d'un seul coup près de 600 000 migrants sans papier. À l'époque, José Luis Rodríguez Zapatero, alors Premier ministre, l'avait présenté comme un triomphe humanitaire, une manière de faire entrer l'Espagne dans le XXIe siècle en tant que société, plurielle et diversifiée. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que près de 40% des personnes régularisées provenaient de pays à majorité musulmane, dont beaucoup d'Afrique du Nord, où les réseaux de radicalisation étaient déjà bien établis. La loi n'a pas simplement ouvert la porte, elle l'a laissée entrouverte à quiconque voulait la franchir, sans poser de questions. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Parce que l'Espagne n'est pas n'importe quel pays européen. C'est un membre de l'OTAN qui possède 2 enclaves stratégiques en Afrique du Nord, Ceuta et Melilla, qui sont toutes deux déjà des points chauds pour la migration et l'infiltration djihadiste. Elle abrite l'une des plus grandes bases militaires américaines en Europe, Rota, qui héberge les systèmes de défense antimissiles Aegis et sert de nœud critique dans la projection de la puissance mondiale de l'Amérique. Et c'est un pays où les services de renseignement alertent depuis des années sur l'influence croissante des réseaux salafistes, notamment en Catalogne et dans la région de Valence. En 2017, le Centre national de renseignement espagnol a publié un rapport classifié divulgué ensuite à LP avertissant que jusqu'à 15% des mosquées espagnoles étaient sous l'influence de prédicateurs radicaux, dont beaucoup étaient financés par des États du Golfe comme l'Arabie saoudite et le Qatar. Ce n'est pas une préoccupation marginale. C'est une menace directe pour la sécurité nationale. Voici le malaise que les élites politiques espagnoles connaissent depuis des années, mais elles ont choisi de l'ignorer. Pourquoi ? Parce que reconnaître le problème les obligerait à affronter les échecs de leur propre politique. La gauche, en particulier, a lié son identité à l'idée d'une Espagne comme « nation des nations », un paradis post-national où le multiculturalisme est un bien absolu. Admettre que l'immigration massive en provenance des pays à majorité musulmane pourrait être déstabilisante reviendrait à admettre que toute leur vision du monde est construite sur du sable. Et le droit ? Eh bien, la droite a ses propres problèmes. Le Parti populaire a passé si longtemps à essayer de déborder Vox en matière d'immigration qu'il a perdu de vue la situation dans son ensemble. Au lieu d'offrir une alternative cohérente, il est tombé dans une politique réactive et motivée par la peur qui ne fait qu'alimenter les divisions même auxquelles il prétend s'opposer. Mais le véritable danger n'est pas seulement national. C'est géopolitique. Parce que la population musulmane croissante en Espagne n'est pas seulement un problème de Siche, c'est un problème de l'OTAN. Et c'est un problème qui est sur le point de s'aggraver. En 2022, la population musulmane d'Espagne a augmenté d'environ 100 000 personnes, soit la plus forte augmentation annuelle depuis une décennie. Il ne s'agit pas seulement de taux de natalité, mais aussi de migration. Et une part importante de cette migration provient de pays où des groupes djihadistes comme ISIS et Al-Qaïda sont toujours présents. Le Maroc, par exemple, est une source majeure de migration vers l'Espagne, et c'est aussi un pays où l'État islamique recrute activement. En 2021,
les autorités marocaines ont arrêté 37 personnes liées aux cellules de l'État islamique planifiant des attaques en Europe. Combien de ces cellules avaient déjà des agents en Espagne? Nous ne le savons pas, car les services de renseignement espagnols sont sous-financés, en sous-effectifs et débordés. Imaginez maintenant qu'il s'agisse d'une attaque terroriste contre une base militaire de Sich ou d'une campagne de sabotage coordonnée ciblant les actifs américains à Rota. Il n'est pas difficile de voir comment cela pourrait arriver. En 2017, les attentats de Barcelone ont prouvé que les services de sécurité espagnols n'étaient pas préparés à une opération djihadiste à grande échelle. Et c'était avant que la population musulmane n'atteigne sa taille actuelle. Si une telle situation se reproduisait et cela se produira, la réponse de l'Espagne sera cruciale. Mais voici que l'armée espagnole est déjà à bout de souffle. C'est l'un des rares membres de l'OTAN à consacrer moins de 2% de son PIB à la défense, et ses forces armées souffrent d'équipements vieillissants et d'un moral en baisse. En 2023, la marine Sich a dû annuler un exercice majeur de l'OTAN parce qu'elle ne disposait pas de suffisamment de navires opérationnels. Si l'Espagne ne peut même pas maintenir sa propre marine à flot, comment est-elle censée se défendre contre une menace hybride combinant terrorisme, cyberattaque et subversion politique? C'est là que les États-Unis entrent en jeu. Parce que Washington a tout intérêt à maintenir la stabilité de l'Espagne, mais c'est aussi le pays qui a fait le plus pour la déstabiliser. Les États-Unis ont passé des décennies à faire pression en faveur de l'ouverture des frontières en Europe, non pas en vertu d'une grande vision humanitaire, mais parce que cela sert les intérêts américains. Une Europe dépendante d'une migration massive est une Europe plus facile à contrôler. C'est une Europe qui ne peut pas se permettre de contester la domination américaine au sein de l'OTAN, car elle est trop occupée à gérer ses propres crises internes. Et c'est une Europe qui est plus susceptible de s'appuyer sur la protection militaire américaine, car elle ne peut pas se défendre. Mais voilà, les États-Unis jouent avec le feu. Car si l'Espagne ou tout autre pays européen devenait un État en faillite, les conséquences ne seraient pas seulement régionales. Ils seront mondiaux. Une Espagne déchirée par des conflits religieux et culturels serait un cadeau pour la Russie, la Chine et l'Iran. Cela donnerait à Moscou un pied-à-terre en Méditerranée, à Pékin un nouveau marché pour son initiative, la ceinture et la route, et à Téhéran un nouveau front dans sa guerre par procuration contre l'Occident. Et ce n'est même pas le pire des cas. Le pire des cas serait une Espagne qui deviendrait une rampe de lancement d'attaques djihadistes à travers l'Europe, un pays où l'État perdrait le contrôle de régions entières, où émergeraient des sociétés parallèles, où l'État de droit s'effondrerait. Alors quelle est la solution? Eh bien, c'est la question à $1 million. Parce que le génie est déjà sorti de la bouteille. La population musulmane d'Espagne ne va nulle part, pas plus que les forces géopolitiques qui façonnent sa croissance. Mais il y a des choses qui peuvent être faites. Premièrement, l'Espagne doit prendre au sérieux la lutte contre la radicalisation. Cela signifie réprimer le financement étranger des mosquées, surveiller les imams qui prêchent la haine et investir dans des programmes qui intègrent les communautés musulmanes dans la société sich, non seulement sur le plan économique, mais aussi culturel. Deuxièmement, l'Espagne doit reconstruire son armée. Cela signifie atteindre l'objectif de dépenses de l'OTAN de 2%, moderniser ses forces armées et garantir qu'elle a la capacité de se défendre contre les menaces conventionnelles et non conventionnelles. Et troisièmement, l'Espagne doit cesser de prétendre qu'il s'agit là d'une simple question intérieure. Ce n'est pas le cas. C'est une question de l'OTAN, une question de l'UE, une question mondiale. Et c'est une situation qui nécessite une réponse coordonnée. Mais rien de tout cela n'arrivera tant que la classe politique espagnole sera plus intéressée à marquer des points qu'à résoudre les problèmes. La gauche continuera de minimiser la menace, la droite continuera de l'exploiter et les États-Unis continueront de tirer les ficelles en coulisses. Et pendant ce temps, l'Espagne continuera de sombrer dans une crise à laquelle elle n'est absolument pas préparée à faire face. La question est, à quel point la situation doit-elle être grave avant que quelqu'un ne se réveille? Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la classe politique espagnole ne se contente pas de dormir au volant, elle accélère activement vers la falaise. Prenons l'exemple du gouvernement actuel. La coalition de Pedro Sánchez avec le parti d'extrême gauche Podemos et les partis indépendantistes catalans a créé une véritable tempête d'angles morts idéologiques. D'un côté, vous avez un bloc progressiste qui considère toute critique de la croissance de l'islam comme islamophobe, un terme qu'il utilise comme un gourdin pour faire taire le débat.
De l'autre, il y a des partis régionaux comme ERC et Junts, qui sont tellement obsédés par le démantèlement de l'Espagne qu'ils préfèrent voir le pays affaibli plutôt que d'admettre qu'une immigration incontrôlée légale ou autre pourrait déstabiliser leurs propres rêves séparatistes. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. En 2022, l'Espagne a accordé la citoyenneté à plus de 130 000 Marocains, soit le groupe le plus important par nationalité. Ce n'est pas seulement une statistique, c'est une bombe à retardement démographique. Le Maroc, rappelons-le, est un pays où la monarchie contrôle le récit religieux d'une main de fer, où les prédicateurs salafistes opèrent dans l'ombre et où l'État a une longue histoire d'exportation à la fois du travail et de l'idéologie. Et pourtant, les partis de gauche espagnols, menés par des personnalités comme Yolanda Díaz, ministre du Travail par intérim et dirigeante de Sumar, ont fait pression pour des processus de naturalisation encore plus rapides, arguant que l'intégration est une voie à double sens. C'est un sentiment charmant, mais il ignore une intégration flagrante qui n'a pas lieu. Pas à l'échelle nécessaire. Voilà pourquoi l'establishment politique espagnol a passé les 2 dernières décennies à confier sa politique d'immigration à des ING, dont beaucoup sont financés par des acteurs étrangers ayant leurs propres agendas. Prenons le cas de l'ONG Open Arms, qui a transporté des dizaines de milliers de migrants d'Afrique du Nord vers les côtes de Siche. En 2020, il a été révélé que l'organisation avait reçu un financement de l'Open Society Foundation, le réseau de George Soros qui milite depuis longtemps en faveur de politiques d'ouverture des frontières à travers l'Europe. Maintenant, je ne suggère pas une grande conspiration, mais cela vaut la peine. Pourquoi un milliardaire hongro-américain finance-t-il les ING Siche qui agissent effectivement comme un service de taxi pour la migration? Et pourquoi le gouvernement Siche l'autorise-t-il? La réponse réside dans la politique intérieure. La gauche considère la migration massive comme un moyen de remodeler l'électorat espagnol, en créant un nouveau bloc électoral qui la maintiendra au pouvoir indéfiniment. La droite, quant à elle, est trop occupée à flirter avec le nativisme pour proposer une alternative cohérente. Vox, le parti d'extrême droite, a fait du bruit sur la « reconquête » de l'Espagne de l'islam, mais sa rhétorique est tellement exagérée qu'elle aliène les modérés et fait le jeu de la gauche. Le résultat ? Un paysage politique dans lequel personne ne gouverne, juste une posture. Et puis il y a la question militaire. Les forces armées espagnoles ne sont plus que l'ombre de ce qu'elles étaient pendant la guerre froide. Le pays consacre seulement 1,26% de son PIB à la défense, bien en deçà de l'objectif de 2% fixé par l'OTAN. Sa marine, autrefois une force fière en Méditerranée, est désormais si sous-financée qu'elle peut à peine patrouiller dans ses propres eaux. En 2021, la frégate Siche-Méné Nunez a dû être retirée d'un exercice de l'OTAN en mer Noire parce qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter du carburant. Ce n'est pas seulement embarrassant, c'est une crise de sécurité nationale. Et pourtant, lorsque l'actuelle ministre de la Défense, Margarita Robles, a été interrogée sur l'augmentation des dépenses militaires, elle a rejeté l'idée, affirmant que les priorités de l'Espagne étaient ailleurs. Quelles priorités ? Des programmes sociaux qui gagnent des voix mais ne font rien pour assurer l'avenir du pays. Parlons maintenant de la dimension régionale. La Catalogne, la région la plus riche d'Espagne, est une bombe à retardement. Le mouvement indépendantiste a toujours été une question d'identité, mais que se passe-t-il lorsque cette identité n'est plus seulement catalan contre Siche, mais catalan contre musulmans ? En 2019, le gouvernement catalan de Quim Torra a discrètement financé un programme visant à enseigner l'arabe dans les écoles publiques, le présentant comme un moyen d'intégrer les étudiants musulmans. Mais l'intégration ne consiste pas à apprendre aux enfants à parler arabe, mais à leur apprendre à être siche. Et pourtant, le même gouvernement qui a dépensé des millions en propagande indépendantiste n'a pas pris la peine d'investir dans des cours de langue qui aideraient réellement les nouveaux arrivants à s'assimiler. C'est là que ça devient vraiment moche. Si la Catalogne se sépare un jour, ce ne sera pas une rupture nette. Ce sera un processus violent et désordonné qui rendra la région vulnérable aux influences extérieures. Et à votre avis, qui attendra dans les coulisses ? Le Maroc, par exemple. Rabat a déjà montré sa volonté de militariser la migration, comme elle l'a fait en 2021 lorsqu'elle a autorisé des milliers de migrants à prendre d'assaut l'enclave Siche de Ceuta en représailles à la décision de l'Espagne d'autoriser le chef du Front Polisario à recevoir des soins médicaux à Madrid. Imaginez ce que le Maroc pourrait faire avec une Catalogne faible et indépendante,
en particulier avec une importante population musulmane qui ressent davantage d'allégeance à l'Afrique du Nord qu'à Barcelone. Et cela m'amène au pire des cas, celui dont personne à Madrid ne veut parler. L'Espagne est déjà une plaque tournante du recrutement djihadiste. En 2020, les autorités de Sich ont arrêté 11 membres présumés de l'État islamique lors d'un seul raid en Catalogne. En 2022, un ressortissant marocain a mené une attaque au couteau à Algésiras, tuant une personne et en blessant plusieurs autres avant d'être abattu par la police. Il ne s'agit pas d'incidents isolés, ce sont les premières secousses d'un séisme bien plus important. Si la population musulmane d'Espagne continue de croître sans intégration adéquate, si son armée reste faible, si sa classe politique continue de jouer à des jeux, alors ce n'est qu'une question de temps avant que le pays ne devienne une base pour des attaques contre le reste de l'Europe. Alors, quelle est la sortie ? Premièrement, l'Espagne doit cesser de traiter l'immigration comme une question humanitaire et commencer à la traiter comme une question de sécurité nationale. Cela signifie un contrôle plus strict des nouveaux arrivants, des expulsions de ceux qui commettent des crimes et une refonte complète du processus de citoyenneté. Deuxièmement, elle doit reconstruire son armée, non seulement pour atteindre les objectifs de l'OTAN, mais aussi pour projeter sa puissance en Méditerranée. Cela signifie investir dans des drones, des cybercapacités et une marine capable de dissuader le Maroc et l'Algérie. Et troisièmement, il doit cesser de prétendre qu'il s'agit simplement d'un problème national. L'UE doit intervenir, non pas avec une rhétorique vide de sens sur la solidarité, mais avec un financement réel pour la sécurité des frontières et les programmes de lutte contre la radicalisation. Mais rien de tout cela n'arrivera tant que la classe politique espagnole ne cessera de considérer le pays comme un terrain de jeu pour ses batailles idéologiques. La gauche doit admettre que l'immigration massive comporte des risques, la droite doit cesser d'utiliser l'islam comme un ballon de football politique et les partis régionaux doivent comprendre que diviser l'Espagne ne résoudra pas leurs problèmes, mais en créera simplement de nouveaux. D'ici là, l'Espagne continuera de dériver vers le désastre, et le reste de l'Europe devra ramasser les morceaux. La question n'est pas de savoir si la crise surviendra, mais plutôt de savoir quand. Et quand cela se produira, ce ne sera pas seulement le problème de l'Espagne. Ce sera celui de l'Europe. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la situation difficile de l'Espagne n'est pas seulement un problème de Sich, c'est un microcosme de l'échec stratégique plus large de l'Europe. Le continent a passé des décennies à sous-traiter sa sécurité aux États-Unis, son énergie à la Russie et sa stabilité démographique aux pays du Sud, tout en prétendant que la puissance douce et la posture morale pouvaient remplacer les durs calculs géopolitiques. L'Espagne n'est que le premier domino d'une ligne qui s'étend du détroit de Gibraltar à la mer Baltique. Si Madrid tombe dans le même cycle de radicalisation, de faiblesse de l'État et d'ingérence extérieure que celui que nous avons observé en France, en Belgique et en Suède, les conséquences ne seront pas contenues par les frontières. Ils se répercuteront sur l'extérieur, déstabilisant l'ensemble du projet européen. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des gros titres. L'Espagne n'est pas seulement un pays européen comme les autres, c'est la porte d'entrée vers la Méditerranée, un pont historique entre l'Europe et le monde islamique et un nœud essentiel du flanc sud de l'OTAN. Pendant la guerre froide, la 6e flotte américaine a utilisé Rota comme base clé pour projeter sa puissance en Méditerranée et contrer l'influence soviétique. Aujourd'hui, cette base existe toujours, mais la capacité de l'Espagne à sécuriser son propre territoire s'est atrophiée. Le budget de la défense du pays oscille autour de 1,3% du PIB, bien en dessous de l'objectif de 2% de l'OTAN, et son armée est en proie à un équipement vieillissant et à un déficit de recrutement. En 2023, la marine Sich a dû annuler un exercice majeur car elle ne disposait pas de suffisamment de navires opérationnels. Ce n'est pas seulement embarrassant, c'est une crise de sécurité nationale. Une Espagne faible est une invitation aux acteurs extérieurs à s'ingérer, qu'il s'agisse du Maroc qui fait valoir ses revendications territoriales, de l'Algérie qui exploite ses dépendances énergétiques ou des groupes djihadistes qui utilisent le pays comme plaque tournante logistique. Voilà pourquoi les élites espagnoles ont passé les 2 dernières décennies à considérer la sécurité nationale comme une réflexion après coup, préférant se concentrer sur les griefs culturels, le séparatisme régional et le progressisme performatif. Le résultat est un pays à la fois surgouverné et sous-dirigé. Le mouvement indépendantiste de la Catalogne, par exemple, n'est pas seulement une question de politique intérieure, c'est une vulnérabilité stratégique.
Une Espagne fracturée est une Espagne qui ne peut pas projeter sa puissance, qui ne peut pas sécuriser ses frontières et qui ne peut pas défendre ses intérêts. Et dans un monde où la concurrence entre grandes puissances revient avec force, la faiblesse est une provocation. La Chine fait déjà des percées dans les ports espagnols, la Russie exploite ses dépendances énergétiques et le Maroc joue la carte dure à propos de Ceuta et Melilla. Si l'Espagne ne se ressaisit pas, elle ne sera pas seulement une cible, elle deviendra un champ de bataille. Alors quelles sont les alternatives ? La première option est celle sur laquelle j'ai déjà opté pour la sécurité, l'intégration et la souveraineté. Cela signifie réprimer l'immigration clandestine, investir dans l'armée et adopter une approche de tolérance zéro à l'égard de la radicalisation. Cela signifie également repenser les relations de l'Espagne avec l'UE. Bruxelles se fait un plaisir de donner des leçons à l'Espagne sur l'état de droit et la discipline budgétaire, mais lorsqu'il s'agit de sécurité des frontières, ce ne sont que des paroles et aucune action. L'Espagne doit exiger un réel soutien, un financement pour les contrôles aux frontières, le partage de renseignements sur la radicalisation et une stratégie coordonnée à l'échelle européenne pour contrer les réseaux djihadistes. Si l'UE n'obtient pas ces résultats, alors l'Espagne devrait être prête à faire cavalier seule, même si cela signifie défier Bruxelles en matière de politique migratoire. La deuxième option est celle de l'établissement le plus semblable. Des frontières plus ouvertes, plus de platitude multiculturelle, une plus grande dépendance envers les États-Unis pour la sécurité. C'est la voie de la moindre résistance, mais c'est aussi la voie de la non-pertinence. La population musulmane d'Espagne augmente au rythme de 7% par an, et si la tendance actuelle se poursuit, elle pourrait atteindre 10% de la population totale d'ici 2030. Ce n'est pas un problème en soi, la diversité n'est pas une menace mais une diversité non gérée l'est. La France l'a appris à ses dépens lors des émeutes de 2005, la Suède l'apprend aujourd'hui avec les guerres de gangs à Malmö et l'Espagne est en crise. La question n'est pas de savoir si l'Espagne sera confrontée à une crise majeure, mais plutôt de savoir si elle sera capable d'y répondre quand elle le fera. La troisième option est la plus radicale, mais elle est déjà évoquée dans la pensée madrilène d'un réalignement stratégique de l'Europe vers l'Atlantique. L'Espagne a des liens historiques profonds avec l'Amérique latine, et dans un monde où les États-Unis s'éloignent de l'Europe, ces liens pourraient devenir une bouée de sauvetage. Imaginez une Espagne qui se positionne comme un pont entre les Amériques et la Méditerranée, tirant parti de sa langue, de sa culture et de ses liens économiques pour se tailler un nouveau rôle dans les affaires mondiales. Cela nécessiterait de repenser complètement la politique étrangère de l'Espagne en se concentrant moins sur Bruxelles, davantage sur Washington et l'Amérique latine, mais ce n'est pas impossible. Le problème est que la classe politique espagnole est trop divisée et trop myope pour y parvenir. Ce qui m'empêche de dormir en Espagne, c'est de sombrer dans une crise, et personne au pouvoir ne semble s'en soucier. La gauche est trop occupée à promouvoir la diversité pour en reconnaître les risques, la droite est trop occupée à alimenter le circuit culturel pour proposer de vraies solutions, et les partis régionaux sont trop occupés à faire de la politique identitaire pour avoir une vision d'ensemble. Pendant ce temps, le temps presse. Chaque année qui passe sans une politique d'intégration sérieuse, sans une armée plus forte, sans une stratégie cohérente de lutte contre la radicalisation, est une année supplémentaire où l'Espagne se rapproche du bord. J'ai passé ma carrière à étudier le déclin des nations, et le schéma est toujours le même. Premièrement, ils cessent de croire en leur propre force. Ensuite, ils sous-traitent leur sécurité à d'autres. Finalement, ils se réveillent un jour et découvrent que le monde a évolué sans eux. L'Espagne est désormais dans la deuxième phase. La question est de savoir si l'on pourra briser le cycle avant qu'il ne soit trop tard. Si ce n'est pas le cas, les conséquences ne se feront pas seulement sentir à Madrid ou à Barcelone, elles se feront sentir dans toute l'Europe. Et d'ici là, il sera trop tard pour faire autre chose que recoller les morceaux.